Allez, je vois qu'il est 18h34, donc nous allons commencer notre webinaire. Alors, tout d'abord, je vous remercie de vous être connectés à cet événement du département de recherche Changes de l'Université de Bordeaux. Le département Changes, c'est une structure administrative qui regroupe 11 unités, 11 laboratoires de l'Université de Bordeaux, 11 laboratoires qui sont spécialisés en sciences humaines et sociales. On a de multiples disciplines, à savoir de l'économie, de la sociologie, sciences de l'éducation, évidemment, urbanisme, architecture, anthropologie et bien d'autres. Et tous ces laboratoires ont un objectif commun, c'est de travailler sur les changements sociétaux, sur les crises, les changements et les transitions. C'est pourquoi nous réunissons tous ces laboratoires afin de créer des collaborations et afin de promouvoir l'interdisciplinarité universitaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous réunissons trois intervenants, deux intervenants, à savoir Véronique Magnan et Claire Doquet, qui sont plus spécialisés dans les sciences de l'éducation et le didactique du français, et Clément Reversé, qui est plus spécialisé en sociologie, pour un webinaire des sciences sociales dans la cité. Ce sont des webinaires grand public à destination de tout le monde qui permettent de promouvoir la recherche universitaire auprès du grand public. Et aujourd'hui, notre sujet porte sur un sujet de sciences de l'éducation, à savoir apprendre à écrire, les difficultés de l'apprentissage de l'écriture. Puisque que ce soit sur une feuille de papier, un clavier d'ordinateur, sur un mur ou dans le sable, l'écriture, c'est une activité qui paraît banale dans nos sociétés occidentales, mais c'est avant tout une activité assez complexe, une activité motrice qui résulte d'un long apprentissage et d'une certaine maturation intellectuelle et affective. Et c'est un apprentissage qu'on a tendance à oublier avec le temps, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et je vais passer la parole à notre première intervenante, Claire Doquet, qui est professeure en linguistique et didactique du français au Lab 3D, une unité de notre département, et qui va nous présenter un panorama scolaire de l'écriture et les difficultés rencontrées par les élèves. Claire, je vous donne la parole. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je vais essayer, comme je suis la première à parler, disons, questionner un petit peu l'apprentissage de l'écriture, et ses difficultés, essayer d'expliquer pourquoi c'est difficile d'écrire. C'est beaucoup plus difficile, en tout cas, c'est réputé beaucoup plus difficile que parler. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et aussi pourquoi, du coup, l'écriture, qui est quand même une transcription de la parole pour une partie en tout cas, reste pour les élèves tout au long de l'école primaire une activité assez complexe. Donc, bon, la première question, c'est une question très simple. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'écrire? Eh bien, une première réponse, c'est qu'un élève qui arrive donc à l'école primaire, bon, il sait déjà parler, il a appris, on va dire naturellement, même s'il faut des gros guillemets à naturellement, à s'exprimer par la parole. En revanche, l'écriture, c'est pas quelque chose qu'il a pu acquérir de manière aussi naturelle, et encore une fois, je mets des guillemets à naturel. L'écriture, c'est une activité qui doit être enseignée. Pour apprendre à écrire, le jeune enfant ne peut pas se passer, me semble-t-il, d'un enseignement structuré qui va travailler diverses compétences. Et c'est pour ça que c'est l'école qui prend en charge cet enseignement, évidemment, puisque autant on peut, je pense que des enfants qui ont vraiment l'habitude de voir leurs parents lire, qui ont vraiment l'habitude de les voir, de se faire lire des histoires,
peuvent commencer à entrer dans la lecture, même si autant l'écriture, certes, vous allez les voir tenir le crayon et graphier des signes, mais disons que c'est quand même un apprentissage qui doit être fait de manière très, très, très structurée. Alors, la première des compétences de l'écriture, ou la plus évidente plutôt que la première, c'est la transcription de l'oral à l'écrit. On sait bien que donc l'enfant, il sait parler et il va essayer de trouver en écrivant comment transcrire sa parole. Et alors, sur l'idée des difficultés, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'écrire? Oh, pardon. Oh là, je suis désolée, ça ne va pas comme ça devrait. Ah voilà. Alors, première compétence, disons, transcrire ce qu'on entend. Bon, alors, comment est-ce qu'on va transcrire ça? Ben, on va le transcrire avec une convention en français, c'est celle-là. En allemand, c'est pas pareil, on dit kikeriki. En anglais, je ne sais plus comment on dit, mais c'est encore différent. Bon, bref, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une convention qui rend compte par écrit, plutôt qu'elle ne transcrit, quelque chose qu'on a entendu. Seulement, ce quelque chose, c'est un bruit d'animal que vous avez reconnu, je pense, et ce n'est pas un mot. Et alors, les choses vont se poser différemment quand on va transcrire un mot. Bonjour, maman. Alors, ça, par contre, on va être tous d'accord sur comment le transcrire, je pense, parce qu'on a acquis l'orthographe. Et cette transcription, pour le coup, c'est une transcription. Il y avait des sons oraux, mais qui sont des sons de la langue et qui vont donc correspondre à des lettres, des manières de les transcrire à l'écrit, selon une convention qui est celle de la langue française. On pourrait, si on est juste attentif à la transcription au sens j'écris avec des lettres une suite de caractères qui pourraient se prononcer bonjour maman, il y a plein de manières de l'écrire. J'en propose 3, mais il y en a vraiment bien davantage. Et alors, c'est une des difficultés du français. On ne rencontre pas la même difficulté en italien, en roumain, en espagnol, par exemple. Mais le français est une langue très compliquée parce qu'il y a 1000 manières d'écrire un son de la langue. Le en, par exemple, peut s'écrire de différentes façons. Et ça fait partie des difficultés de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage, il va falloir que d'abord les élèves se rendent compte que l'écriture, c'est une affaire de transcription de quelque chose qu'ils entendent ou qu'ils disent et qu'ils veulent écrire. Et la deuxième chose, c'est que on a donc cette variété. Là, vous lisez toujours Bonjour maman, mais ce n'est pas les graphies qu'on attend. Donc, il y a 2 niveaux, si vous voulez, dans cet apprentissage. Une deuxième idée, c'est que la transcription, elle ne suffit pas finalement. Si on regarde cette BD de Roba, je pense, Boule et Bill, voyez que, et pourtant on est dans la BD, hein. J'ai choisi volontairement une BD parce que la BD, elle présente des personnages qui parlent, et donc ben, elle est censée écrire des énoncés qui ressemblent à la parole. Et c'est le cas, évidemment, hein. Les énoncés de la BD font ce qu'ils peuvent pour ressembler à la parole, mais on sait bien que quand on parle vraiment, c'est pas tout à fait ça qu'on dit. C'est-à-dire que quand on parle vraiment, le Boule, par exemple, qui arrive à Bill et lui dit Bill, tu veux bien m'aider à retrouver mon jouet? Bon, bah, dans la vraie vie, entre guillemets, il dit Eh oh Bill, tu m'aides à retrouver mon jouet? Ou enfin, il y a beaucoup de petits mots, il y a des gestes aussi, il y a des intonations qui font que ben, on ne peut pas finalement, le langage écrit ne peut pas coller strictement au langage oral. Et donc, l'écrit n'est jamais une stricte transcription de l'oral. Regardez Bill quand il a la tortue sur le dos, toutes nos équipes sont sur le coup, allons-y. Bon, ben, c'est sûr que à l'oral, ça serait ponctué de plein de petits mots qui donneraient du liant, disons, dans le dialogue. Et si on part dans l'autre sens, hein, la transcription ne suffit pas de l'écrire à l'oral. Mais c'est pas possible. Oh, franchement. Voilà une transcription, on va dire, fidèle, c'est-à-dire que moi, j'ai essayé à l'écoute de transcrire vraiment ce que j'entendais. Et là, on voit bien que c'est table orale. C'est-à-dire quand on est année, il est fait comme ça. Il est fait de petits morceaux là, qui se
qui se juxtaposent et qui ne construisent pas forcément quelque chose de très compréhensible. Bon, voilà, disons, une manière qu'on aurait de l'écrire. Et c'est ce deuxième cas, non, mais c'est pas possible, franchement, qui serait dans la BD. Et c'est pas le premier. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment pas seulement une affaire de transcription. Pourquoi? Parce que parler et écrire, finalement, c'est deux façons différentes de s'exprimer, de produire des discours. L'écrit et l'oral, c'est deux langues, je vais dire rapidement que c'est deux langues, on pourrait le contester, mais bon, avec des fonctionnements qui leur sont propres. Et alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la parole, elle est régie, elle est gouvernée par la chronologie. Finalement, quand on parle, on aligne des petits bouts de discours les uns après les autres, et on ne peut pas revenir pour en supprimer un et le remplacer par un autre. Ce n'est pas possible. Ce qui est prononcé, c'est prononcé. Après, on peut dire, je me suis trompé, je n'ai pas voulu dire ça, mais en tout cas, ce qui est dit a été dit, et puis on ne pourra rien y changer. En revanche, l'écriture, elle est régie par la spatialité. Quand on écrit, il y a disjonction. Il y a un moment où on écrit dans un certain lieu, à un certain moment, et puis après, on est lu par une autre personne dans un autre lieu et dans un autre moment, le plus souvent. Et ce temps où on est tout seul face à son écrit et où on le produit, eh ben, c'est un temps solitaire et dans lequel on peut corriger son écrit, on peut le relire, le corriger avant de le donner à lire à quelqu'un d'autre. Et ce comportement-là, qui est vraiment fondamental pour l'écriture, pour la production de texte, c'est un comportement qui doit être appris par l'école parce que, eh ben, tout simplement, l'expérience qu'a l'enfant quand il arrive, je vais dire rapidement encore une fois, mais au cours préparatoire, l'expérience qu'a l'enfant, c'est une énonciation qui est régie par le temps, et donc il prononce les mots les uns après les autres, et puis voilà, le discours, il est terminé. Et on voit bien qu'à l'écriture, ce n'est pas la même chose qui se passe. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui doit être vraiment appris. Dernière caractéristique et très importante, à mes yeux en tout cas, c'est que l'écrit, c'est toujours le lieu de la réflexion. On a une spontanéité qui est possible à l'oral, mais qui n'est pas possible à l'écrit. Quand on n'écrit jamais d'un trait sans retour en arrière. Quand on écrit, on est toujours son premier lecteur, et l'écriture, elle ne se passe pas comme la production au moment même où elle se déroule. Finalement, l'écrit est le résultat d'une activité qui est aussi une activité de retour sur ce qu'on a écrit. Encore une fois, ce comportement doit être enseigné. C'est vraiment un objet d'apprentissage tout à fait fondamental. Dernière chose, quand un scripteur se relit, pensez à vous quand vous écrivez quelque chose. Un scripteur se relit, il découvre que quelque chose ne va pas dans son texte, et ben il va raturer. Et donc, du coup, une des hypothèses en didactique de l'écriture aujourd'hui, c'est de se dire que les ratures à l'écrit sont des marques de questionnement. Et ce que je vous propose pour terminer cette intervention, c'est de vous montrer quelques textes d'élèves de l'école primaire et on va regarder ensemble sur quoi ils se questionnent. Alors, vous avez ici un texte de CE1. Alors, sur la droite de l'écran, il y a le manuscrit. Donc, bon, c'est sur des textes courts en CE1. Et puis, sur la gauche, vous avez le texte qui a été transcrit, pour le coup. Et voyez, on voit dans le manuscrit que l'élève, il va effectuer des ratures. Par exemple, il raye sur la 4e ligne, au début de la 4e ligne, il raye quelque chose qui n'est pas trop lisible, mais qui ressemble à L-O-R-E, peut-être quelque chose comme ça. Et puis, donc, il le supprime et il le remplace par un mot qui n'est pas non plus dans le français, donc c'est difficile à décoder, mais quelque chose qui pourrait se prononcer loc. Sur la ligne en dessous, on voit qu'il a écrit D-A-I-S, qu'il a raturé et puis remplace ça par décida. Donc, ce que je veux dire en mettant ça en évidence, c'est que cet élève au CE1, eh ben, on voit bien qu'il rature pour la graphie, disons, il rature parce qu'il s'interroge sur la manière sur l'orthographe finalement, en particulier dans ce décida, là où on voit bien qu'il avait commencé à l'écrire DAI et puis il se ravise. Et donc, ce sont des questionnements très locaux et qui sont vraiment des questionnements sur comment est-ce qu'on transcrit. C'est ça le questionnement global, évidemment, je schématise,
de CE1. Quand on est en CM2, en revanche, donc là, la transcription rencontre des ratures, et ben, en CM2, c'est beaucoup plus... vous voyez que l'élève, là, va raturer, pas tellement pour l'orthographe. Il rature pour l'orthographe sur la ligne qui commence par « et le voir, les animaux du zoo », là, donc c'est la 10e ligne à peu près, et ben, alors il enlève donc on est foot, du basket, du ping-pong, de la natation, du cheval, et alors il enlève le, donc ça c'est pas de l'orthographe, voir, et il écrit les animaux du zoo. Et vous voyez qu'il a commencé par les AM, il, oreille, et là les animaux. Donc là on a un questionnement sur la graphie. Ensuite, peut-être con, CON qui est barré et puis Q apostrophe ON, on est aussi dans le questionnement orthographique. Mais en général, c'est pas ça. Vous voyez que sur la première ligne, il raye et pour mettre aussi. Ensuite, avec ma famille dans la maison à Marseille, j'irai faire les magasins quand il raye ça, et puis il met 2 vêtements, donc ça c'est parce qu'il a voulu, c'est une opération de texte. Et ensuite, tout à la fin, je m'achèterai une maison à Bordeaux et il a commencé à d'autres poux, il oreille dans d'autres pays. Donc voilà, disons que quand on avance un peu dans la scolarité, on est sur des questionnements, sur des traces de questionnements qui sont plus de l'ordre du texte, de la textualité, et, en tout cas du remplacement de mots et du fait que là, on a un élève qui a compris, par exemple, quand il remplace « et » par « aussi », ça veut dire qu'il a compris que à l'écrit, on ne dit pas « j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça ». Et on doit varier, disons, ce qu'on appelle les connecteurs en linguistique. Et donc, il remplace par aussi, qui est beaucoup plus écrit que et. Un élève de CP, c'est pour passer la parole après à Véronique, qui va s'occuper du CP. Alors, à quoi pense cet élève? Loin de moi l'idée de dire qu'il pense à rien. Il pense à plein de choses, ça c'est sûr. Mais au CP, il n'a pas encore le recul sur l'écrit pour arriver à raturer. C'est-à-dire qu'il est trop occupé à chercher comment on peut écrire « le petit chat marche, il est tombé », c'est ça qu'il veut écrire en fait, hein. Le petit chat est dans la doue, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, de sa maman. Vous voyez que là, c'est extrêmement balbutiant comme écriture, et du coup, l'enfant, vraisemblablement, ne peut pas, il n'a pas les ressources cognitives, les ressources de mémoire qui lui permettraient de revenir sur son écrit pour le raturer. Et donc, il ne rature pas. Voilà. Je m'arrête là et je passe la parole donc à Véronique Magnan. Bon, merci Claire. Avant de passer la parole à Véronique, je vais juste rappeler au public que vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit dans l'onglet questions et réponses Q&R qui est en bas de votre barre de tâches. Et maintenant, je vais passer la parole donc à Véronique Magnan. Vous êtes doctorante en sciences de l'éducation et aussi professeure des écoles. Et vous allez nous parler de l'évolution de l'apprentissage de l'écriture et focus sur une année de classe préparatoire 10 CP. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors oui, j'interviens plutôt en tant qu'enseignante qu'en tant que doctorante. On va vraiment regarder, vous m'entendez, hein? Oui. On va vraiment regarder l'évolution et il y a pas mal de choses qui vont être en écho avec ce que vient de dire Claire, donc très bien. Alors c'est vrai que dans le langage courant, on n'interroge pas trop le sens de je vais écrire. On dit je vais écrire un mail à mon chef. On ne s'interroge pas trop sur ce que veut dire le terme écrire. Et pourtant, dès lors qu'on doit enseigner l'écriture à des enfants de CP, il va falloir nécessairement décliner tout ça. Donc Claire l'a dit très vite, les élèves ils vont devoir apprendre à maîtriser le geste graphomoteur ou le clavier d'ordinateur, hein, comme disait Romane. Est-ce qu'il s'agit de copier, de recopier? Est-ce qu'on transcrit justement les sons des mots? Il faut aussi respecter les accords. Toutes ces choses-là, c'est très important en plus dans notre culture. Est-ce qu'il s'agit d'être cohérent, d'écrire quelque chose qui ait du sens, prendre en compte l'interlocuteur, le contexte, etc. Alors évidemment, on a envie de dire, c'est tout ça à écrire. Donc, nous, on considère que c'est vraiment entrer dans un nouvel univers, en fait, d'apprendre l'écriture. C'est s'emparer d'une culture tout entière, avec des usages qui sont très différents de la culture de l'oral. Alors, dans mes travaux, j'utilise ce modèle de l'activité scripturale qui a été proposé par Bernadette Carvin en didactique du français. Et je vais me servir un petit peu de ces différentes dimensions-là, qui ont été déjà évoquées par Claire pour beaucoup d'entre elles,
pour essayer de voir comment de l'entrée du CP jusqu'à la fin, on va dire, ces choses-là fonctionnent pour un enfant. Alors, je commence avec la production de Dosvin. Donc là, on est au 2 septembre, vous voyez. Et la maîtresse lui demande à tous ses élèves, pour évaluer un petit peu ce qu'ils savent, d'écrire ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Alors déjà, on constate qu'il prend son cahier à l'horizontale, hein, et puis il trace ce M, là, on se demande si ce n'est pas un sigle de super-héros. Ensuite, il dessine un hamburger. Et puis, il y a des lettres qui sont tracées de la droite vers la gauche. Donc, vous pouvez lire Momo. Et puis ensuite, Dosvin, donc son prénom, mais écrit de la droite vers la gauche. Donc, il est évident là que pendant l'année de CP, Dosvin, il va déjà devoir apprendre à différencier son cahier du jour de son cahier de poésie, à utiliser les lignes du CIS dans le bon sens, savoir où est-ce qu'il doit écrire. Les enseignants, quand ils débutent, sont toujours un peu ébahis que les enfants leur demandent « J'écris où ?» Et parfois, ils leur disent dans ton cahier ou à la dernière page. Et on voit les enfants parfois prendre le cahier à la toute dernière page, c'est-à-dire quasiment écrire sur le carton. Mais ces choses-là, elles ne sont pas évidentes, surtout quand il n'y a pas un grand frère ou un adulte à la maison qui, le soir, ouvre le cartable et qui aide l'enfant à s'emparer de tous ces supports et de tous ces usages, en fait, ces outils qui sont vraiment spécifiques de l'écrit. Je fais un petit peu vite, hein, mais ça va passer vite. Alors, cette composante linguistique, on le sait, nous en tant qu'adultes, c'est une composante qui cristallise beaucoup de crispation. Hein. Vous pouvez être un génie de la musique, vous pouvez être un poète super engagé. Si vous avez le malheur de faire un écart à la norme syntaxique ou orthographique sur les réseaux sociaux, il y a un inconnu qui surgit et qui vous suggère d'acheter un Becherel, ou même qui vous en propose un. Bon. Alors, au tout début du CP, Claire, elle l'a dit, cette composante, elle recouvre la dimension de transcription de la parole. Ce qu'on appelle le principe alphabétique. Ça a beaucoup été étudié, notamment par Emilia Ferrero. Donc, l'écriture, c'est comprendre donc, ce que disait Claire. Hein. Alors là, on est toujours avec Dosvin. Là, il est en fin de grande section. Donc, il lui reste 2 semaines de grande section. Ensuite, c'est les vacances. Et puis ensuite, il rentre en CP. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que les enfants dont je vais présenter les productions viennent de milieux qui sont très populaires, milieux urbains, mais très populaires. Et que pour beaucoup d'entre eux, les parents soit ne lisent pas, ou en tout cas n'écrivent pas, voire pas du tout. Voilà, c'est important que je le dise. Donc là, ce petit garçon, en fin de grande section, sa maîtresse lui demande d'écrire lama. Et voilà ce qu'il produit. Donc, évidemment, il est très scolaire, il veut faire plaisir à sa maîtresse. Il a construit cette idée que écrire, c'est tracer plein de lettres, et il a appris à bien les tracer. On verra tout à l'heure que ce n'est pas toujours le cas pour tous les enfants. Donc, il n'est pas du tout encore sur l'idée de transcrire le sonore et d'associer au son qu'il entend et qu'il identifierait les lettres, les graphèmes L, A, M, A, évidemment. Alors, après les vacances d'été, il arrive en classe de CP et sa maîtresse lui demande d'écrire le nom de l'aliment qu'il préfère, et c'est les frites. Alors là, il a compris quelque chose, c'est que raisonnablement, on ne peut pas tracer autant de lettres pour écrire un petit mot comme frites ou comme lama. Et c'est déjà beaucoup pour un enfant d'avoir construit ça. On ne sait pas trop s'il a identifié le son fr et i, parce qu'on voit les lettres FRI. On n'a pas pu observer l'enfant pendant qu'il produisait. Mais 2 semaines plus tard, ça va très très vite, on lui demande l'aliment qu'il déteste. Et là, vous voyez qu'il est rentré dans ce qu'on appelle le stade alphabétique, on va dire. Il trace la syllabe pi, alors toujours en commençant de la droite vers la gauche. Donc pi, et puis ensuite nr. Et donc, avec l'étayage de la maîtresse, il finit par transcrire épinard. On n'est pas encore du tout au stade où on s'occupe des graphèmes muets, la lettre B à la fin. Voilà, donc là, pour lui, il a franchi le mur du son, et cette composante, elle est en cours de construction assez vite. Alors, le problème, c'est comme pour les frites de Dosvin, c'est que parfois, les écrits des élèves ne disent pas quelle a été l'activité. Quand on observe l'écrit de l'élève, on ne sait pas ce que l'enfant a fait réellement, son activité cognitive. Par exemple, Rosa, là, elle a écrit ce mot. Alors, je ne sais pas si vous le lisez Watmo ou Oitmo, je ne sais pas. Elle a voulu écrire le mot domino. Sauf que cette fois-ci, j'ai pu l'observer faire. Et ce qu'elle fait, cette enfant, c'est qu'elle dit do, do, elle écrit le O. Et puis, on lui a bien appris qu'on écrit de gauche à droite. Et c'est ce que disait Claire tout à l'heure, qui disait que l'écriture est régie par la spatialité. Ensuite, elle fait mi. Alors, elle ajoute les i. Et puis, elle se souvient qu'il va lui manquer certainement, ça ne marche pas, des voyelles juste comme ça, sa maîtresse lui a dit. Elle revient en arrière, elle remonte son mot et elle fait do, 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 do. Elle écrit un T.
de gauche à droite, très scolaire, hein, très engagée. Et puis mi, elle rajoute le M. Et puis elle finit no. Et donc, on peut dire que sa procédure cognitive, c'est celle-là qu'on vise. Simplement, ici, le dysfonctionnement, il est plutôt d'ordre de gestion du support, de l'espace de la page, et pas du tout cognitif. Voilà pour ça. Alors, de la même façon, très vite, hein, on peut demander à un enfant de CP de commencer à prendre lui-même en charge la phrase, l'énoncé qu'il va écrire. Et là, on retrouve notre Dosvin, donc vous voyez, en janvier. Donc là, il commence vraiment à s'emparer de la cursive, de tout l'aspect graphomoteur. Et il doit écrire sa résolution pour la bonne année. Alors, on pourrait croire, à la première lecture, on pourrait croire qu'il a décidé de devenir super fort dans l'art de faire des bêtises. C'est pas ça, parce que ça, il maîtrise déjà bien. Et en fait, ce qu'il a voulu écrire, c'est arrêter de faire des bêtises. C'est ça, hein, sa résolution. Donc, vous voyez qu'il a des procédures qui sont variées ici, qui se croisent, qui se mêlent un petit peu. Donc, il encode le mot arrêter en l'écoutant, arrêter, et puis la lettre T, elle fait la syllabe T. Et puis ensuite, il va piocher dans la classe, parce que ça, c'est une des spécificités de la classe du CP. Il va piocher tout un tas de mots que sa maîtresse lui indique ou qu'il va trouver lui-même. Du fait de faire des, là, il peut utiliser la cursive à nouveau et puis il segmente. On voit des aspects linguistiques là, hein, qui apparaissent. Là, c'est moins coûteux pour lui parce qu'il trouve le mot et il le recopie. Et pour bêtise, alors il sait qu'il ne va pas le trouver dans la classe, donc il encode B avec la lettre B. Et puis ensuite, il trouve le mot 10 sur un affichage de maths et il se dit, ça fera bien l'affaire, quoi. Et donc, voilà comment, au niveau cognitif, on voit que les choses commencent à se mettre en place chez cet enfant. Malgré tout, Dosvin, il est très engagé, il a très envie de faire les choses bien. Malgré tout, l'aspect affectif fait qu'on a affaire à des enfants de 6 ans. Donc, le jour où sa maîtresse lui demande d'écrire le titre de l'album, là, et ben Dosvin, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, donc il écrit ça, et puis on n'en tirera plus rien d'autre. Alors, peut-être qu'il n'a juste pas envie, peut-être aussi que cette illustration, elle ne lui dit rien. Ça ne lui parle pas. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il se dit que de toute façon, et c'est vrai, sa maîtresse, elle va finir par leur dire le titre, donc pourquoi se fatiguer à écrire alors que c'est si difficile? Donc il a 6 ans et voilà ce qu'il produit, et ça, on ne peut pas trop lutter contre ça. Alors la dimension affective, on la voit vraiment très bien dans cet exemple-là. Là, on est plutôt en fin d'année et on regarde le travail d'Aslan qui est kurdophone. Et ses parents ne lisent pas le français, ne parlent pas français et n'écrivent pas du tout, même dans leur langue. Et la maîtresse dit, voilà, je veux voir ce que vous savez faire, on est en fin d'année, vous allez me dire ce que vous savez écrire, vous allez écrire ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Et lui, il n'a pas envie. Donc il vient voir la maîtresse et il lui dit, j'ai pas envie. Alors la maîtresse lui explique, c'est bien, écris ça, justement, écris que tu n'as pas envie. Alors, encore une fois, c'est un enfant qui est très scolaire, qui veut réussir. Il écrit, alors il copie tout seul cette fois-ci, hein, la date, avec la cursive, il est sur les lignes, il respecte l'interligne, il y a la segmentation, les mots sont séparés, il n'y a pas d'erreur de copie, et puis derrière, il produit son énoncé, donc il transcrit « j'ai pas envie ». Et ça, c'est ce que disait Claire tout à l'heure, hein, que la norme de l'oral, à l'oral, il dit « j'ai pas envie », et puis ça ne correspond pas à l'écrit. Mais la maîtresse, étant donné que cette dimension affective, elle est vraiment importante, elle ne va pas essayer de lui faire écrire « je n'ai pas envie » avec tout un tas de choses qu'il ne va pas pouvoir comprendre au stade où il en est. Alors, de la même façon, il ne faut vraiment pas minimiser. Moi, je trouve ça formidable, hein. On peut se dire, oh là là, il va passer au CE1. Il y a des parents qui viennent dans les écoles en disant, c'est la catastrophe, mon enfant ne sait pas écrire. C'est déjà énorme. Il a déjà commencé à savoir écrire, ce petit garçon. Et de la même façon, alors là, on regarde le travail de Soulmia en mai. Donc, pareil, on peut se dire, elle a écrit, alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vous ai séparé les mots. Elle a écrit tout attaché. En plus, les maîtresses, parfois, elles disent qu'on écrit en attaché. Donc, ma maîtresse, il est trop gentil. Voilà, je crois que j'ai oublié gentil, tiens, en bleu. Ma maîtresse, il est trop gentil. Alors, on peut se dire, là encore une fois, la norme linguistique est un petit peu loin, même on a presque du mal à lire certaines lettres. Et ce qu'il faut, évidemment, c'est regarder ce qu'elle faisait, cette petite fille, en septembre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été scolarisée en maternelle. Et là, elle prend son cahier, donc on voit bien qu'elle envahit tout l'espace, elle n'a pas encore les lettres, même pas en capitale. On reconnaît un A, on reconnaît un L, puisque c'est dans son prénom, hein, Sonia. Elle écrit au crayon de couleur, parce que c'est joli, donc elle n'a pas encore les codes, tout ça, de l'écriture. Mais ça va très très vite. En janvier,
Elle commence à faire une liste des mots, des choses qu'elle aime. Et donc là, on voit un mélange de lettres en majuscule d'imprimerie. Elle s'essaye un peu à la cursive. Elle a écrit panda, fromage avec le F tracé à l'envers, là, qui ressemble à un 7. Et elle essaye fraise en cursive. Du fait, quand elle arrive au mois de mai et qu'elle écrit ma maîtresse, il est trop gentil, on voit que là, le déplacement, en même pas 10 mois de temps, il est phénoménal. Et que je ne sais pas s'il y a des déplacements aussi énormes ensuite dans le développement des individus. Alors, je n'ai pas du tout surveillé l'heure, mais j'ai... Donc, la dernière composante que je vais traiter, je ne vais pas traiter la lecture, mais Claire en a parlé, tout ce processus de relecture, de rature, etc. Ça aussi, je ne l'ai pas traité par manque de temps, mais la composante suivante, c'est la dernière que moi je vais aborder, et ce n'est vraiment pas la moindre. Il s'agit de prendre en compte la situation langagière et prendre en compte le contexte dans lequel on se trouve. Pour être un peu clair, là, on retrouve Dosvin. On est en octobre et on est en sciences. Et la maîtresse demande aux enfants, selon vous, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qu'il faut manger le matin pour être en bonne santé? Aller à l'école. Donc là, le petit garçon, il ne peut pas encore encoder son énoncé tout seul, donc il dessine et ensuite il explique à la maîtresse et c'est elle qui écrit. Ça s'appelle la dictée à l'adulte. Donc vous voyez qu'au départ, il est bien dans on pourrait se situer dans les sciences. Il parle de faire du sport, il parle d'un petit garçon qui fait du sport, il dessine une pomme, des céréales, tout ça, ça semble très équilibré. Et puis tout d'un coup, il y a des nuggets qui arrivent, et puis il y a une cuisse de poulet, et puis il y a un gâteau avec des fraises, du chocolat, et il dit à sa maîtresse, lui là, il mange une pomme, et après il fait du sport, il mange des céréales et des nuggets, etc. Donc en fait, on voit bien qu'il faut qu'il apprenne à ancrer son discours en fait, dans la discipline des sciences. Ça, c'est pas inné du tout. Lui, il parle de son quotidien, il parle de ce qu'il vit à la maison. Peut-être qu'à la maison, il mange du poulet, vraisemblablement. J'ai l'impression qu'il a super envie de manger des nuggets au petit déjeuner. Donc c'est ça l'idée, c'est d'apprendre à situer son écrit en fonction de la situation. On est à l'école, on parle de santé, on parle de sciences. C'est pas tout à fait la même chose que raconter l'histoire d'un petit garçon qui va faire un repas gargantuesque. Et puis en plus, il est très bon dessinateur. Il adore inventer des histoires à ses dessins. Alors le deuxième exemple, c'est celui de Youssine. On est toujours en sciences et là, on est en fin de séquence sur le développement des végétaux. Alors la classe a discuté du développement, les enfants ont vu des végétaux se développer, ils ont observé des planches botaniques, la fleur, le fruit, etc. Et à la fin de la séquence, la maîtresse demande, à votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un fruit? Et Youssine, elle répond, le fruit, c'est un dessert. Alors, linguistiquement, si on considère que le E et le R, ça chante E, c'est presque correct. Dessert, ça chante presque, au niveau transcription de la parole. On voit bien que là, ce qui ne va pas, c'est qu'elle ancre son discours vraiment dans le quotidien. Là, c'est une petite fille qui parle de son fruit à la cantine, à la maison. Elle n'a pas du tout encore secondarisé, elle n'a pas encore déplacé son discours vers quelque chose de plus scientifique et de scolaire. Et le dernier exemple que j'aborde, c'est en sciences. Et c'est un petit peu ce positionnement là d'ancrage dans un quotidien de famille que les enfants, c'est normal, qu'ils construisent quand ils arrivent au début de l'école. Donc là, c'est Ariane. Cette fois, on est au début d'une séquence sur les végétaux et la maîtresse demande, à ton avis, qu'est-ce que c'est qu'une graine et d'où vient-elle? Voilà. Les enfants doivent essayer d'expliquer à leur façon. Et bien sûr, la maîtresse ensuite va essayer d'apporter des éléments scientifiques pour faire changer ce discours. Donc là, on voit que Ariane, elle commence par écrire que, alors juste le mot radis, elle dit une graine, c'est un radis. Parce que c'est un tout petit radis peut-être qui va devenir gros, un minuscule radis. Et ensuite, elle veut répondre à la deuxième partie de la question, d'où vient-elle? Et donc, elle écrit de la France. Alors là encore, on a le problème de spatialité, de gestion de l'espace de la feuille. Et c'est vrai que elle est au supermarché avec sa maman, elle le dit d'ailleurs, j'étais au supermarché avec maman, on peut regarder si on est locavore l'origine des légumes. Ça serait très pertinent de répondre ça dans ce cas-là. Si on est en géographie au collège, on peut aussi s'intéresser à l'origine du blé ou du pétrole au niveau géographique. Là, le discours, il serait cohérent. Mais là, comme on est en sciences, on ne peut pas parler de la graine de radis de cette façon-là. Mais ça s'apprend. Donc là, c'est un positionnement énonciatif, une façon de positionner son discours qui, petit à petit, va s'apprendre. Ça peut commencer dès le CP. Donc, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, il ne s'agit pas juste du code, d'une technique, mais vraiment d'une culture entière, d'un univers nouveau.
Voilà, donc moi, ce que je souhaitais mettre en avant dans cette présentation, c'était le fait que alors, les enfants sont tous de milieux très populaires. Et cependant, pendant les 10 mois de fréquentation de la classe de CP, ils ont acquis une somme phénoménale de savoir. Les écrits le montrent, hein, ce ne sont pas des enfants qui sont faibles, ce ne sont pas des enfants qui sont fragiles, ils sont investis, ils sont engagés et ils progressent sur presque toutes les dimensions, j'ai envie de dire non, toutes les dimensions de l'écrit. Et on voit bien qu'ils ont commencé à savoir écrire, même s'ils sont encore loin des normes. Alors après, je vais laisser Clément Réversé qui va traiter du fait qu'aujourd'hui encore, il y a des facteurs socioculturels qui malheureusement sont très différenciateurs à l'école. Simplement, on va finir sur le fait que l'univers de ces enfants, l'univers quotidien, il est très éloigné de l'écrit, il est très éloigné de l'univers de l'école. Alors évidemment, ils découvrent cet univers plusieurs mois, voire années après certains de leurs camarades. Et puis eux, ils y passent que 6 heures par jour, donc 24 heures par semaine, on va dire, alors que certains autres baignent dans l'univers du livre, la lecture, avec papa et maman qui montrent les mots, ils baignent dedans tout le week-end. Donc on ne peut pas vraiment considérer que ces enfants soient en retard, fragiles. Voilà. Donc je m'arrête là, comme ça évite qu'on prenne du retard. Et je vous remercie à tous de votre attention. Merci Véronique. Et je vais effectivement passer la parole à notre dernier intervenant. J'invite toujours le public à poser ses questions. Je vois qu'il y en a qui en ont envoyé dans l'onglet questions-réponses et j'en ai reçu aussi personnellement. Donc, je passe la parole à Clément Reversé. Vous êtes chercheur en sociologie au Centre Émile Durkheim, une autre unité du département de Changes, et vous allez aborder la question de est-ce que les facteurs sociaux jouent un rôle dans le milieu de l'éducation, et notamment avec l'exemple d'un milieu plutôt rural. Je vous laisse la parole, Clément. Merci beaucoup. On voit bien, on m'entend, c'est bon? Oui. Ouais, super. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je vais avoir un regard peut-être un peu plus éloigné sur ces questions, un regard sociologique. Moi, ce qui m'a intéressé en lien du coup avec mes travaux de thèse qui portaient sur le décrochage scolaire en milieu rural, c'est de m'intéresser aux questions d'inégalité. C'est ce que mettait en avant François Dubé. Quand on parle d'éducation, on parle aussi très souvent d'inégalité. Je suis parti de 2 idées reçues, qui est la première qu'il y a une moindre maîtrise des bases du français dans les espaces ruraux, que les espaces ruraux sont des espaces qui seraient en retard, qui auraient un déficit culturel. Et là, j'utilise des termes qui sont présents dans des articles scientifiques, euh, qui ont été contestés par la suite. Et l'autre élément, c'est peut-être un élément de langage plus politique, mais qui est de considérer que la maîtrise des bases de l'éducation qui sont le français et les mathématiques aussi, mais on va se concentrer plutôt sur le français ici, permettent une évolution sociale et d'accéder notamment aux études supérieures. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de voir la réalité derrière, les mécanismes qui peuvent être en marche, en prenant peut-être un petit peu moins les exemples issus de ma thèse, mais plutôt l'état de l'art que j'ai complété, en complétant avec un petit peu de travaux quand même. Chose qui est importante tout d'abord, voilà la question, ma question de départ qui est la maîtrise du français influence-t-elle en milieu rural les destins scolaires des élèves, destins scolaires puis destins professionnels. Tout d'abord, question de cadrage, qu'est-ce que c'est la ruralité, histoire de ne pas se faire de fausses idées. Tout d'abord, il faut rappeler que les espaces ruraux, ce sont des espaces qui sont largement hétérogènes. Ça n'est pas la même chose d'être un jeune vivant dans un espace au bord du bassin d'Arcachon que d'être en plein milieu de cette fameuse diagonale du vide, que de vivre dans les Alpes. Ce sont des réalités qui sont différentes. Et donc, il faut prendre en considération que je vais peut-être tirer un trait qui a tendance à homogénéiser une réalité qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. À côté de ça, pour la recherche, c'est une réalité qui est aussi beaucoup plus administrative que culturelle ou sociale. Il n'y a pas d'aspects sociaux qui unissent réellement la ruralité en France. En réalité, c'est plutôt un élément qui est pris en charge, qui est
faible nombre de population, il y a deux manières de le voir. Soit on considère que c'est en distance par rapport à la ville, mais je trouve ça dommage de toujours rapporter à la ville le rural. Ou alors, tout simplement, en parlant de ce que pour l'INSEE, de moins de 2000 habitants et faible densité de population, sachant que depuis 2020, on ne parle plus que de la densité de population. Donc, c'est tout simplement des espaces dans lesquels il y a moins de gens, où il y a des distances qui sont plus larges, et donc où souvent les interconnaissances sont aussi plus importantes. Je voudrais commencer sur le premier point, l'école rurale, une école moins bonne. Un rapide état des lieux sur ce qui caractérise les écoles. Alors effectivement, on voit, en prenant en source le ministère de l'Éducation, sur le nombre d'établissements et surtout le pourcentage qui va nous intéresser. On a un pourcentage d'établissements qui est supérieur au pourcentage d'élèves tout du long, mais principalement en primaire. On a 36% des établissements de primaire qui se trouvent dans des espaces ruraux. C'est ces fameuses petites écoles qui font souvent débat lorsqu'il est question de leur fermeture et qui mobilisent énormément. Et un pourcentage d'élèves qui est plus faible, 19%. Au collège, on observe un élément similaire, 12% des collèges et 6% des élèves. Et dans les lycées, 1% et 0,6%. En réalité, les lycées en milieu rural sont rares et il s'agit souvent de lycées agricoles. Ce que ça met en avant tout de même, c'est qu'il y a effectivement une disproportionnalité entre le nombre d'établissements et les élèves qui sont présents. Ce qui implique très souvent un phénomène qui est connu, les plus petites classes dans les espaces ruraux et puis des classes qui sont aussi à multiniveau. Pour continuer là-dessus, on voit que dans les espaces ruraux, il y a 70% d'élèves par école, alors que dans les villes, ils sont 167, ce qui est 2,4 fois plus, et dans les collèges, ils sont 281 contre 516, ce qui est 1,83 fois plus. Ensuite, pour continuer dans les chiffres, ils sont 45% au collège et 38% en primaire et 38% dans les collèges à être dans des classes multiniveaux, quand ce chiffre est uniquement de 6% en ville. Enfin, les enseignants dans les espaces ruraux, ils sont également plus jeunes. Du fait aussi des orientations des enseignants en début de carrière. Effectivement, en milieu rural, les moins de 35 ans, ils représentent 27,6% du corps enseignant contre 23,7% en ville. Et à l'inverse, les enseignants de plus de 50 ans, ils sont 14,3% contre 21,4% en ville. En clair, on a des écoles qui sont plus petites, avec des classes qui sont plus réduites, des classes multiniveaux qui sont également plus importantes et des enseignants qui sont plus jeunes. À côté de ça, on a un élément qui, pour la sociologie, est déterminant, l'origine sociale des élèves. Si on peut considérer que la faible densité, ici aussi dans les écoles des élèves, peut jouer en leur faveur, à l'inverse, quand on regarde la composition socio-économique de ces étudiants, elle est plutôt défavorable. En tout cas, elle n'est pas favorisée. En milieu rural, les populations très favorisées et favorisées sont respectivement de 15,9% et de 13,1%, quand en ville, ils sont de 20,6% et de 12,21%. Et si les classes défavorisées sont légèrement supérieures en ville qu'en milieu rural, elles sont assez similaires. En réalité, c'est les classes moyennes qui sont plus imposantes. Donc, à partir de ce constat, qui est celui de faire un lien assez direct entre la classe sociale et réussite, et notamment maîtrise des bases de l'enseignement, que pourrait être le français et les mathématiques, on pourrait faire l'hypothèse que la réussite en milieu rural serait moindre. Or, il n'en est rien. En français, le score aux évaluations en sixième, donc qui montre quand même le travail qui a été fait en primaire, est de 55, ce qui se calque sur la moyenne nationale. Et le score au brevet est également équivalent, un petit peu inférieur en français, un petit peu supérieur en mathématiques. On se rend compte en réalité que à l'entrée au collège, les scores sont légèrement supérieurs, puis ils viennent se stabiliser à la fin du collège. Ça s'explique, je le dis après, notamment par le fait que beaucoup de ruraux font leur école primaire dans des espaces ruraux, puis partent en ville.
Pour reprendre ce que dit le rapport de l'IGN en 2018, en synthèse, selon les différents indicateurs scolaires exploités par la mission, l'espace rural peu dense et très peu dense, considéré dans son ensemble, n'apparaît pas comme en sous-réussite scolaire par rapport au reste de l'espace national au regard du profil social des élèves. En clair, même si la population n'est pas aussi favorisée qu'en ville, la réussite est équivalente. Un autre indicateur qui me semble important, c'est l'illettrisme qu'on peut souvent rapporter dans une vision un peu folkloriste au domaine agricole et donc à la ruralité. La ruralité ne semble pas non plus expliquer le phénomène de l'illettrisme. On voit d'ailleurs que ce taux est en diminution. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse à la littérature, c'est qu'il n'y a presque plus de travaux sur ruralité et illettrisme à partir de 97. Tout se centre autour des années 80-90. Et c'est beaucoup plus éparse par la suite. Les chiffres les plus récents nous disent que 26% des personnes illettrées vivent en milieu rural, alors que la population en milieu rural regroupe 33% des habitants. On a donc, en regardant rapidement, sans faire un gros calcul sur la corrélation, pardon, une population qui ne semble au minimum pas surreprésenter le phénomène de l'illettrisme. Et quand on y regarde d'encore plus près, ce qui est marquant en réalité, c'est plus la question de l'âge, où les populations de plus de 46 ans et surtout celles au-dessus de 60 ans en milieu rural sont celles qui est la plus marquée par ce phénomène de l'illettrisme. Comment on peut expliquer ce paradoxe? Le fait qu'on a une population qui pourrait nous sembler, selon notre hypothèse, en moindre capacité de réussite et qui pourtant présente des scores équivalents, voire légèrement supérieurs. Un premier élément pourrait être la plus forte implication des familles dans la scolarité, notamment rendue par le lien chez les classes populaires avec l'enseignant. On est dans des espaces où l'interconnaissance est plus importante et connaître bien l'enseignant, le croiser dans son lieu de vie, ça permet aussi d'avoir une relation de confiance qui pourrait faciliter l'enseignement. On a aussi des enseignants qui sont plus investis. C'est une hypothèse qui a été faite, notamment avec des jeunes enseignants qui veulent tester de nouvelles méthodes, qui veulent réellement s'investir dans leur travail, dans la réussite des élèves, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'enseignants qui reviennent au pays pour enseigner près d'une population qui leur est familière. Et cet investissement, il est notamment rendu possible par le fait que en milieu rural, on a effectivement des classes plus petites et donc une possibilité de peut-être plus s'intéresser aux problématiques de chaque jeune. À côté de ça, pour revenir sur mon terrain, de l'expérience de jeunes décrocheurs qui donc ont eu un parcours scolaire qui est perçu comme un parcours d'échec, la primaire en milieu rural, elle a toujours été vécue comme un moment qui était plutôt apprécié. Le collège a été difficile parce que les classes étaient plus grandes. On avait un sentiment de hiérarchisation, mais par contre, la primaire en milieu rural, par tous mes enquêtés, a été un moment où justement on avait la sensation qu'on pouvait limiter ces retards, ces difficultés, parce qu'on n'avait pas l'impression de gêner l'enseignant et parce qu'on pouvait avoir peut-être plus de temps dédié pour chaque élève. Ensuite, l'aspect multiniveau, il est également mis en avant, même s'il y a beaucoup de recherches qui viennent questionner sa réelle efficacité. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur ensuite la stabilisation des taux de réussite, qui est qu'effectivement 72% des collégiens vont faire leur études dans un collège urbain et 58% auprès de grands pôles urbains. Et donc les parcours post-primaire, en réalité, sont bien plus marqués par les espaces urbains que les espaces ruraux. À côté de ça, si on a des résultats qui sont similaires, on pourrait s'attendre à des débouchés qui sont similaires, en mettant en avant que la maîtrise du français est un élément majeur pour la réussite et surtout pour la pérennisation d'un cursus scolaire. On pourrait imaginer que les jeunes ruraux, s'ils réussissent en français, pourraient par la suite continuer des études aussi longues que les urbains. Or, ce qu'on voit, c'est que 62% des ruraux se dirigent vers une filière générale ou technologique, contre 69% des urbains. Et surtout, pour les études supérieures, 76% des ruraux se dirigent vers des études supérieures et 82%
des urbains. On a donc une disproportion alors que les résultats sont similaires et la maîtrise, notamment du français, paraît similaire. Ce qu'on met souvent en avant, peut-être, alors ça c'est plus ce que j'ai rencontré sur mon terrain, c'est le manque d'ambition des ruraux, en expliquant que tout simplement ils ne connaissent pas mieux, qu'ils ne veulent pas ouvrir leur possible. En réalité, l'orientation de ces jeunes, elle est surtout construite par l'offre de formation locale. Dans un rapport, comme nous rappelait Thierry Berthet, logique entre la formation, l'emploi par la suite et le milieu dans lequel on vit. Donc c'est avant tout un rapport plus concret à l'offre locale et aussi au marché du travail local, bien plus que le niveau de maîtrise de la langue qui vient en réalité influencer les destins. Pour conclure, donc, si l'école primaire en milieu rural a une composition socio-économique qui paraît plus vulnérable à la réussite scolaire, sa maîtrise du français et des mathématiques également sont assez égales, voire supérieures. Cela s'explique, comme je l'ai dit, par des effectifs plus faibles, une interconnaissance qui permet une plus grande confiance envers l'enseignant et donc un soutien plus approfondi peut-être de chaque élève. La maîtrise du français, cependant, elle ne permet pas d'être un réel marqueur des destins scolaires. En clair, maîtriser le français n'explique pas le fait de pouvoir poursuivre des études. Si les résultats sont équivalents, l'orientation elle joue en leur défaveur. Et ce qu'on observe, c'est que c'est en réalité bien plus l'aspect socio-géographique, socio-professionnel, le milieu dans lequel ils évoluent, qui va influencer les destins plutôt que leur réelle capacité à maîtriser le français ou à réussir de manière générale à l'école. Et je vous remercie. Je vous remercie, Clément. Je vous propose maintenant de passer à la phase questions et réponses. Le public peut toujours poser ses questions et réponses via le bouton Q et R, questions et réponses sur la barre en bas de votre écran. Alors, je vais essayer de cloisonner les questions. Il y en a plusieurs. Alors, la première est peut-être plus à destination de Véronique et de Claire. En tant que chercheuse, alors, il y a plusieurs questions. En tant que chercheuse, comment étudie-t-on les copies des élèves? Sur quels critères et combien de copies doivent être étudiées pour une étude? Je vous laisse la parole. Claire ou Véronique, ou les deux? Peut-être Véro, et puis je ne sais pas. Alors, moi, je ne travaille pas sur un corpus qui est quantitatif. On peut tirer des conclusions quand on a un grand corpus. Peut-être que Claire, elle pourra plus parler de ça. Sur l'étude de l'entrée dans l'écriture au CP, je travaille plutôt sur le qualitatif, c'est-à-dire sur la teneur. Et vous avez vu sur qu'est-ce qu'on peut... comment dire, comment est-ce qu'on peut caractériser l'écrit et quel déplacement on va pouvoir constater, que ce soit au niveau linguistique, cognitif, quand on a comme ça. Combien de productions on peut utiliser? C'est ça la question, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, comment étudie-t-on les copies des élèves? C'est la première question. Ensuite, on a une autre sur quels critères et combien de copies? Alors, combien de copies? Voilà, la réponse, elle est que selon ce qu'on veut faire avec sa recherche, si on veut tirer des conclusions, il va falloir beaucoup de copies. Ça a été le cas dans la recherche Lire-Écrire, qui a été menée il y a quelques années sur des centaines de classes. Là, moi, je peux observer des façons de fonctionner avec très peu d'élèves, puisque ce sont des individus. Et puis après, attends, excuse-moi, Romane, excusez-moi, mais je n'ai vraiment pas la première question. C'était comment étudie-t-on les copies des élèves? Quels critères? C'est bien la difficulté, c'est que jusqu'à présent, comment est-ce qu'on l'évalue et puis comment est-ce qu'on la corrige et puis quel retour on en fait à l'élève. Alors, il y a des choix qui sont faits, il y a eu des travaux qui ont été faits dans les années 90 par un groupe qui s'appelait le groupe EVA et qui définissait tout un tas de critères, alors qui pouvaient être de l'ordre du graphomoteur, de la formation des lettres. Voilà, tous ces critères, ils ont été déclinés par des groupes qui se sont vraiment intéressés à la question de l'évaluation. Et l'idée, c'est qu'après, si on a des élèves lecteurs, je n'ai pas fait d'études sur l'impact des corrections au collège ou au lycée. Si on a des élèves lecteurs, on peut éventuellement proposer des corrections, mais à questionner qu'en fait après l'élève.
On peut aussi évaluer. Moi, je travaille sur un dispositif où on va projeter les écrits des élèves, on va les discuter ensemble, on va observer ce qui s'est passé en termes de dysfonctionnement. Et c'est les interactions avec les pairs, avec les enfants, pairs PAIRS, qui va permettre de trouver des solutions à ces dysfonctionnements. Voilà pour ma part. Oui, moi je vais juste ajouter, alors comment est-ce qu'on étudie les copies des élèves? Alors en tant que linguiste, puisque c'est mon cas, on va regarder des éléments de la langue. Alors évidemment, l'orthographe est très saillante parce que, ben, surtout à l'école primaire, il y a beaucoup d'écart à la norme. Mais on va regarder la syntaxe, par exemple, la manière dont les mots sont agencés. On va regarder au niveau du texte. Est-ce que le texte est cohérent? Est-ce qu'on comprend bien de quoi il s'agit? Est-ce qu'il y a un début et une fin qui sont clairs, etc. Enfin, disons qu'il y a beaucoup de niveaux d'exploration possibles en linguistique. Et ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, c'est par rapport à la compréhension de l'activité des élèves, c'est justement la focalisation sur les ratures, c'est-à-dire les ratures qui sont vues comme des traces d'un questionnement. Et on va essayer de comprendre la nature de ce questionnement. Alors, quand c'est l'orthographe, c'est simple, j'ai envie de dire, parce qu'on voit bien que c'est la question orthographique qui est moteur. Et peut-être un des prolongements de ce travail, de ce type de travail, ça serait de se dire, ben, à tel moment de la scolarité, par exemple pour l'orthographe, les élèves se questionnent, ils raturent beaucoup les accords, par exemple, les accords en genre et en nombre. Ben, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut leur donner des leçons en étude de la langue sur cette question des accords, parce que le fait qu'ils les raturent, ça signifie qu'ils se questionnent dessus et donc ils sont sans doute prêts à recevoir un enseignement. C'est pour ça que j'ai un peu insisté sur ce volet-là. Donc voilà, les critères, ils sont nombreux, hein, ça dépend vraiment des questions de recherche qu'on a. Combien il faut étudier de copies, ça dépend. Il n'y a pas de règle absolue, mais je pense que enfin moi j'ai le corpus, donc la base d'écrit d'élèves sur laquelle j'ai travaillé jusqu'à très récemment. Pour l'instant, on est arrivé à 4500 copies, ce qui fait plus d'1 million de mots. Alors les gens qui travaillent sur des grands corpus, des grands ensembles de données en linguistique pensent qu'1 million de mots, c'est une base correcte, quoi. Voilà, donc, mais ça fait évidemment un grand nombre de copies et qu'on peut, enfin, l'analyse est assez lourde. Ça dépend en fait de ce qu'on veut montrer. Voilà. Disons que plus on travaille sur le quantitatif, plus on va montrer des gros ensembles de phénomènes. Et malheureusement, moins ça va être fin quelquefois parce que ben, quand on est sur 4500 copies, on ne peut pas regarder les 4500, c'est pas possible. Donc on laisse à l'ordinateur le soin de le faire. Et évidemment, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mais en tout cas, il n'est pas quand même tout à fait aussi performant que nous. Voilà. Alors, une autre question, existe-t-il des facilités pour apprendre à écrire? Et si oui, à quoi est-ce dû? Comment juger une méthode d'apprentissage de l'écriture? Sur quoi se base-t-on? Ben, alors, des facilités, moi je dirais que, pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Clément, les facilités, elles sont... c'est pas inné, ça c'est sûr, on peut déjà répondre ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des inscriptions dans le cerveau d'un bébé, il va savoir écrire ou il ne saura pas écrire, ça c'est sûr que non. Si le terme facilité, du coup, est bon, peut-être pas forcément le bon, mais enfin, je vais quand même continuer à l'utiliser. Il est certainement lié les facilités, si elles sont là, sont certainement liées à la manière dont les enfants ont été mis en contact ou pas avec l'écrit durant leur plus jeune âge. Ça, je crois que c'est vraiment déterminant. Et puis, ben, il y a aussi l'action des enseignants, évidemment. C'est-à-dire que la manière dont on s'y prend pour enseigner l'écriture est déterminante sur l'efficacité de l'apprentissage. Une autre question, à partir de quel âge peut-on considérer que l'enfant écrit bien, correctement, et quand faut-il s'inquiéter? Je te laisse répondre pour le CP, Véro, si tu... je sais pas. Non, pour le CP, alors il y a des résultats qui sont précis, hein, mais un enfant qui a commencé à transcrire le sonore et qui commence à pouvoir
transcrire, donc, quelles que soient les procédures qu'il utilise, mais un énoncé qui fait sens et qui peut parler un petit peu de son écrit, on peut dire qu'à la fin du CP, il a acquis ce qu'on attendait. Et qu'on n'est pas du tout hors norme si l'enfant a compris ça, s'il a franchi ce stade. Peut-être qu'il a commencé à mémoriser certains mots qui sont très fréquents. Ils le font très vite, hein, maman, très vite, ils savent enfin, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, on va faire vite, mais ils savent reconnaître les lettres, il y a une silhouette comme ça. Il y a des mots qu'ils vont savoir écrire, qui vont mémoriser. Le mot des, certains enfants vont le mémoriser par cœur et ils écriront plus jamais des et pour dire des fraises. Mais si un enfant transcrit un énoncé qui fait sens, déjà, je ne sais pas, Claire, ce que tu en dis. Oui, ben, voilà, je suis d'accord, hein, sur le CP. Après, à quel moment on écrit bien, ça veut dire en fait à quel moment l'apprentissage est fini, mais j'ai envie de dire jamais. Enfin, c'est-à-dire que on écrit bien en fonction d'une performance moyenne d'élèves du même niveau scolaire, on peut le dire comme ça. Il ne faut pas perdre de vue que, bien sûr, il y a l'orthographe, la graphie, etc., mais il y a la textualisation, et ça, c'est vraiment un apprentissage qui n'est jamais fini. Je pense que ben, autant qu'on est, on a tous écrit des thèses où on est en train de le faire suivant le cas, mais voilà, on apprend à ce niveau d'études qui est quand même avancé, on apprend toujours à écrire. Et alors, si je reviens juste sur l'orthographe, je vais vous donner un indicateur sur le travail qu'on a fait donc, dans ce corpus ECAM de 4500 copies. Il y a aussi des copies d'étudiants. Et mes collègues qui ont regardé l'orthographe se sont rendus compte que sur un élément alors, dont on sait qu'il pose problème, les finales des verbes, quand elles se prononcent « et », fait, avait, chanté, etc. Bon, il y a 16 graphies différentes possibles sur ces finales-là. Bon, alors c'est évidemment assez complexe, hein, et en fin de compte, on s'aperçoit que il y a, chez les étudiants en master, quand ils remettent leurs premiers travaux, évidemment pas dans les écrits définitifs, mais quand ils remettent leurs premiers travaux, ben, on trouve entre 30 et 40% d'erreurs sur ces finales en et qui sont des finales. Donc voilà, ça dit quelque chose de la complexité du phénomène, eu égard au haut degré de maîtrise de l'écrit qu'ont ces étudiants, bien évidemment. Et voilà, donc même l'orthographe, c'est jamais fini. Et si bon, peut-être que parmi les gens que je vois, donc qui sont les intervenants et vous, mais parmi le public aussi, il y a sans doute des gens qui sont réputés très bons en orthographe. Enfin, voilà. Ben, si chacun d'eux ou chacun de nous, on fait l'effort, on reprend les mails qu'on a écrits il y a 1 heure, on va s'apercevoir qu'il y a plein d'erreurs d'orthographe. Enfin, il y en a, en tout cas. Je dis bien, il y en a plein forcément, mais il y en a parce que cette gestion, elle se fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'écrit, ça demande à être relu, et bien souvent, les mails, on ne les relit pas. Et ils sont quand même pas exempts d'erreurs, pour ne pas dire bourrés d'erreurs, mais en tout cas, ils ne sont pas exempts d'erreurs. Et donc voilà, c'est pour dire que cet apprentissage, finalement, les performances écrites, elles dépendent du contexte, elles dépendent de l'intention, elles dépendent de l'attention qu'on porte aussi à différents paramètres. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est fini à un moment. Même les plus grands écrivains, ils continuent à raturer. Alors peut-être une question plus pour Clément cette fois-ci, qui revient sur ce que vous avez dit. Constate-t-on une différence entre des élèves issus d'espaces ruraux et des élèves issus d'espaces urbains une fois au lycée? Et si oui, sur quels critères on constate ces différences? Alors, à partir du lycée, ça devient beaucoup plus compliqué déjà parce que les filières se segmentent. On n'a pas un lycée unique en France. Et d'autant plus parce que je parlais du fait que la plupart des élèves ruraux partent en ville, au collège. Et au niveau du lycée, on l'a vu, c'est 0,6% des élèves. Et en fait, la difficulté, c'est que les marqueurs en statistique qui sont utilisés, c'est le lycée qui est utilisé. Donc, on a des élèves ruraux qui sont dans des lycées urbains et on a du mal du coup, les voir à cause de ça. À côté de ça, par rapport aux données qu'on a pour le moment, on n'a pas de réelle différence. En réalité, depuis, on va dire maintenant
quarantaine d'années, entre guillemets, retard sur les maîtrises du français, etc., en milieu rural, elle disparaît, elle se lisse complètement. Donc, les résultats sont assez similaires, mais en réalité, c'est l'orientation qui va beaucoup changer. Donc, pour se condenser, en tout cas, la différence n'est pas du tout flagrante au lycée, non, et à l'université après. Alors, une autre question peut-être plus orientée, effectivement, sociologie, avec des conditions d'enseignement identiques à celles en milieu rural, mais avec une population de milieu urbain, est-ce qu'on peut s'attendre à une hausse des résultats? Alors, une hausse, peut-être pas, parce qu'en fait, la stabilisation des chiffres, ça fait maintenant une dizaine d'années à peu près qu'on a peu de variations. En réalité, ce qui se passe, c'est que le taux de réussite en milieu rural, il se calque sur celui des espaces urbains. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que au sein des ruraux, il n'y a pas des inégalités et des différences. Effectivement, encore aujourd'hui, ben, on sait que si on est en milieu rural et qu'on a des parents qui ont une bonne maîtrise du français, qui peuvent nous amener à lire, qui sont aussi de langue française, ça va avoir un impact, qu'on soit en milieu rural comme en milieu urbain. Mais aujourd'hui, on n'a pas on peut difficilement imaginer une hausse dans le sens un dépassement des résultats des urbains, mais en fait, ça fait 40 ans que le retard, que l'écart ne se creuse plus. Et donc, on pense que, en fait, on suit la moyenne. Au même titre que s'il y a encore moins de jeunes en milieu rural qui poursuivent pour aller faire des études supérieures, en réalité, il y en a beaucoup plus qu'avant. Les taux augmentent depuis, pareil, une quarantaine d'années. Et justement, à propos de ces destins scolaires et universitaires, est-ce que le manque d'ambition qui peut être lié au contexte économique local pourrait être amélioré par une ouverture géographique, des voyages scolaires ou des activités culturelles? Est-ce qu'il y a eu des études ou des expériences qui ont été faites à ce sujet? Oui, tout à fait. Ben, alors, ne serait-ce que dans ma thèse, ce que j'observe, c'est que moins les jeunes ont bougé dans leur enfance et au cours de leur parcours primaire, collège, et moins ils sont ouverts par la suite à se déplacer. Et on le voit notamment avec les voyages scolaires. Un marqueur qui a été surprenant et pourtant important, c'est le fait d'avoir fait ou non un voyage scolaire pendant son cursus. Et les élèves qui ont fait un ou plusieurs voyages scolaires sont plus à même à imaginer de partir travailler. Alors, pas forcément reprendre des études, parce que moi, je travaille sur une population qui n'a pas de diplôme. Mais effectivement, il y a ces problématiques-là et la problématique de l'enfermement, même si le terme ne convient pas du tout, au sein des espaces ruraux, c'est une problématique qui dépend beaucoup plus du contexte social des parents plutôt que de l'engagement à l'école. Alors effectivement, il y a une ouverture qui peut se faire avec des voyages scolaires, des voyages en ville, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on on va marquer toutes les strates de la population dans les espaces ruraux de la même manière. Alors, une question que je réoriente peut-être vers Véronique et Claire. Comment essayer de maîtriser le souci de l'écriture faite en SMS et l'écriture normale? Beaucoup d'enfants mélangent les deux en abrégeant. Donc, comment essayer de dépasser cela? Bon, moi, j'ai une première réponse qui renvoie à des études qui ont été conduites sur l'écriture des SMS, avec l'hypothèse au départ que écrire sur SMS, justement, ça allait, les abréviations, etc., allaient contaminer, entre guillemets, l'écriture à la main. En fait, toutes les études qui ont été menées convergent vers le fait que, pour le dire très rapidement, plus on écrit, mieux on écrit, y compris sur SMS. C'est-à-dire que les élèves qui produisent beaucoup de SMS, ils savent très bien enfin, disons que le SMS, c'est un espace qui a des codes propres et et on pourrait dire la même chose de diverses applications sur le téléphone, hein. Il y a des codes spécifiques
que les élèves maîtrisent, et ils savent aussi que quand on est à l'école, avec un stylo, on n'écrit pas de la même manière. Et vraiment, ce que moi, en tout cas, j'ai pu lire, montre que les scripteurs qui utilisent beaucoup les SMS sont pas les moins bons scripteurs à l'école. Au contraire, il y a une corrélation positive. Donc voilà, c'est la première chose. Oui, et puis ensuite, ce qui est primordial, je pense, ce qui est présent dans la culture de l'élève. Parce que si on l'ostracise, si on l'interdit, si on ne l'étudie pas à un moment, ou si on ne dit pas, bah, d'accord, voyons un petit peu ce que ça donne en écriture, on court toujours le risque de se mettre un peu en opposition avec ce qui est vécu dans la culture des enfants, ou des plus grands. C'est vrai qu'en CP, on a moins ce problème-là, mais enfin, donc, première chose, ne pas juger, ne pas mettre à l'écart. Et puis, c'est Freinet qui disait que si l'enfant n'a pas faim ou s'il n'a pas soif, il faut lui donner l'appétit, c'est à nous de lui donner faim. Alors peut-être qu'avec des projets où, de toute évidence, le SMS, l'écriture SMS n'aura pas sa place, avec des projets ambitieux, des choses, mais même au primaire, on fait participer des enfants à des parlements des enfants, on leur fait faire des demandes aux maires, et là, soudain, on est investi d'une mission qui fait que personne n'aura l'idée d'écrire en écriture SMS, et ce besoin de respecter la norme, il sera devenu nécessaire par l'importance de la mission qui est confiée, quoi. Ça, dans une école ou dans un collège, on trouve toujours des enjeux forts. Et je vais poser une dernière question avant de libérer tout le monde. Donc on a parlé d'études faites sur les élèves, mais est-ce qu'il existe des études similaires sur une population adulte analphabète? Est-ce qu'il y a des similitudes? Peut-être que personne n'a la réponse. Moi, en tout cas, j'ai pas. Bon, mais cette question restera sans réponse. J'invite la personne à faire ses propres recherches. À ce sujet, d'ailleurs, la bibliothèque de l'université nous a concocté une petite bibliographie qui est disponible sur le site internet du département Changes. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site internet. Je vais vous mettre dans la discussion tous nos données numériques, site internet et réseaux sociaux. Donc, au nom du département, je remercie les 3 intervenants pour ce webinaire de ce soir qui était très intéressant. Je remercie également le public qui s'est connecté et qui a posé de nombreuses questions. Et j'invite le public à se tenir informé sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet des prochains webinaires. En novembre, nous avons un webinaire qui questionnera l'urbanisme et l'environnement, et peut-être en décembre, un webinaire d'actualité sur l'inflation économique. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir, merci.